Excellent. Donc, merci d'être là ce soir. Aujourd'hui, notre présentation, ça va être sur la coexistence avec la faune urbaine et notre programme qui s'appelle Un habitat dans ma cour. Dans le fond, c'est un programme qu'on a fait en collaboration avec EcoPivot et le Corridor écologique d'Arlington. Puis aussi, je voulais mentionner que la moitié de la présentation a été faite par Humane Society International. C'est eux qui faisaient la présentation avec nous en anglais, mais pour la version française, ça va être Joseph et moi. Donc, Joseph, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joseph, je travaille pour le Corridor écologique d'Arlington et j'effectue mon stage avec eux cet automne sur le modèle de gouvernance pour la protection des espaces naturels et agricoles. Pour ce qui est le Corridor écologique d'Arlington, il est un projet visant à reconnecter les espaces verts en milieu urbain. On va parler un peu plus dans la suite de la présentation. Puis moi, je m'appelle Karine Circé-Perrault. Je fais également un stage avec le Corridor écologique d'Arlington et avec EcoPivot. Je suis agent de projet, puis on fait la même maîtrise, Joseph et moi, en environnement. Donc, juste pour vous présenter un petit peu EcoPivot, dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui essaie d'augmenter la présence de la nature dans la trame urbaine. Puis on fait ça avec les institutions académiques, le public, puis des compagnies privées aussi, de plein de manières, mais surtout dans des projets de verdissement. Ok, je vais commencer. Pourquoi est-ce que cette présentation aujourd'hui est-elle importante? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, je vais commencer par une étude qui a montré qu'avec le changement climatique, de nombreuses espèces vont migrer vers le nord avec une vitesse d'environ 45 km tous les 10 ans. Ce que nous essayons de faire, c'est de reconnecter les espaces verts afin que les animaux puissent se déplacer plus librement et atteindre les endroits où ils ont besoin d'aller pour survivre. Cela concerne non seulement les espaces urbains, mais aussi les zones environnantes. Sur cette carte, vous pouvez voir en bleu les oiseaux, en rose les mammifères et en jaune les amphibiens. La plupart de ces espèces convergent vers le Québec dans un point que vous pouvez voir encerclé en rouge. Et cela est dû à une grande barrière géographique, les Grands Lacs. Le Québec va devenir alors un point d'immense importance pour les espèces en migration. De ce fait, il est crucial de créer davantage d'habitats naturels parce que l'urbanisation croissante rend de plus en plus difficile le déplacement des animaux vers le nord et leur survie face aux températures de plus en plus élevées. Depuis 1970, une étude menée par le World Wildlife Fund a montré que les populations animales ont diminué de 69% dans le monde. Cela souligne l'importance de trouver des façons d'intégrer la faune dans nos espaces de vie. Nous partageons tous les mêmes espaces et il est essentiel d'apprendre à les mieux cohabiter. Les corridors écologiques sont une manière de créer cette cohabitation. Mais qu'est-ce qu'un corridor écologique? Comme j'ai déjà mentionné un peu en introduction, un corridor écologique est un passage naturel qui permet aux espèces de se déplacer entre différents habitats pour se nourrir, se reproduire ou migrer. Le corridor écologique sur lequel nous travaillons, le corridor écologique d'Arlington, se trouve en ville et bien qu'il soit plus petit que ceux gérés par Nature Conservancy par exemple, il est tout aussi important. L'objectif est de connecter des espaces verts, des réservoirs de biodiversité comme le Mont-Royal et l'ancien hippodrome de Montréal. L'hippodrome, par exemple, a été laissé en friche, donnant la place à de nombreuses espèces. Nous avons même effectué plusieurs inventaires qui ont relevé la présence d'espèces menacées sur le site. En reliant ces deux lieux, nous facilitons la survie des animaux, par exemple en leur permettant de trouver de la nourriture à l'hippodrome et des partenaires sur le Mont-Royal. Il est aussi important de noter que les corridors écologiques apportent de nombreux avantages pour la population humaine. On parle alors de la réduction des îlots de chaleur, l'amélioration de la qualité d'air et la gestion des inondations. Cet été, il y a eu beaucoup d'inondations et nos systèmes d'égouts ne sont pas équipés pour gérer ces fortes pluies. Créer plus d'espaces verts permet à l'eau de s'infiltrer lentement dans la nappe phréatique au lieu de charger les systèmes d'infrastructure grises.
Alors, les infrastructures vertes sont extrêmement importantes. Mais comment est-ce que vous pouvez participer à créer et maintenir ces espaces verts? Même sans jardin ou balcon, vous pouvez contribuer à aider la faune et les pollinisateurs. Vous pouvez même convaincre un membre de votre famille qui aime avoir une pelouse impeccable à adopter des pratiques favorables à la biodiversité. Euh, oui, avec des petits espaces, il est possible de faire une différence. Par exemple, dans le vidéo que vous voyez, un simple vieux seau rouillé peut devenir un habitat pour la faune en y plantant des fleurs indigènes. C'est un exemple que Camille a fait et chaque jour, des abeilles, des papillons et d'autres pollinisateurs viennent y trouver refuge. En attirant ces pollinisateurs, on favorise la dispersion des plantes qui nourrissent ensuite d'autres animaux. Et les pollinisateurs eux-mêmes nourrissent leurs prédateurs. Ainsi, même un petit geste peut avoir un impact sur l'ensemble de l'écosystème dû à ce rôle crucial que les pollinisateurs jouent. Maintenant, je vais passer à quelques conseils de pro pour comment créer des habitats dans vos cours ou celui de votre oncle. Le premier conseil est de rassembler des pierres et des branches et leur disposer de manière à créer un petit abri pour les animaux. Sur cette photo, vous voyez une couleuvre brune, l'une des espèces les plus rares au Québec. Nous l'avons trouvée à l'hippodrome. Cette espèce est très exigeante quant à ses conditions de vie. Elle ne sort que si la température est parfaite. Elle a besoin d'un abri pour se protéger des prédateurs et des conditions climatiques non idéales. Et c'est ça que vous pouvez créer. Pour le conseil numéro 2, limiter la tonte des pelouses. Une alternative est de tondre une petite bande pour créer un chemin et de laisser des fleurs indigènes pousser de chaque côté. Cela permet de créer des habitats tout en économisant de l'eau, du temps et de l'entretien de la pelouse. Oui, l'achat initial des plantes peut être coûteux, mais à long terme, cela permet de faire des économies. Le conseil numéro 3, ne pas ramasser les feuilles mortes. Lorsque vous ramassez les feuilles mortes et vous les jetez, vous tuez des milliers d'animaux et de pollinisateurs qui trouvent refuge pour l'hiver. Si vous devez vraiment les déplacer, faites-le délicatement en les plaçant sous un arbre ou sous votre balcon. Pour le conseil de pro numéro 4, si ce n'est pas évident jusqu'à maintenant, c'est de planter des fleurs indigènes. Les abeilles locales se nourrissent principalement de plantes indigènes. Selon une étude réalisée en 2013, 77% des abeilles locales choisissent les plantes indigènes si elles ont le choix. Oui, elles peuvent utiliser des plantes exotiques, mais elles préfèrent grandement celles avec lesquelles elles ont évolué pendant des milliers d'années. Pour le conseil numéro 5, réduire l'éclairage extérieur. Cet éclairage nocturne perturbe de nombreuses espèces qui dépendent de l'obscurité pour se protéger des prédateurs. Les chauves-souris, par exemple, peuvent avoir du mal à se déplacer dans des zones trop éclairées. Essayez donc d'utiliser des détecteurs de mouvement et des longueurs d'onde chaudes ou même éviter l'éclairage extérieur pendant la nuit. Conseil numéro 6, peut-être évident, c'est d'éviter les pesticides. Les pesticides ont des effets très néfastes sur l'environnement. Si vous pouvez les éviter, cela serait bénéfique pour les plantes et les animaux, dont les pollinisateurs. Et enfin, nous pensons que le conseil le plus important est de devenir un ambassadeur pour la biodiversité. Partagez vos connaissances avec vos amis, votre famille, vos voisins et encouragez-les à adopter ces pratiques. Et c'est sur ça que je vous laisse. Je passe maintenant la parole à Camille pour vous donner un peu de ressources et continuer le reste du webinaire. Donc, tous ces conseils-là, vous allez pouvoir le trouver sur notre site web qui est ici. Donc, vous avez juste à taper Corridor écologique d'Arlington. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous envoyer un email à habitantdansmacour@commercialoutlook.com. Puis, on parle aussi également des espèces exotiques envahissantes végétales, si jamais ça vous intéresse, mais c'est quand même une cause du déclin de la biodiversité à ne pas négliger. Donc, il y a plus d'informations là-dessus sur notre site web.
Maintenant, on va parler au deuxième volet. On va aller parler du wildlife, donc les animaux sauvages. Donc, comme disait Joseph, c'est qu'on essaie de plus en plus de bien coexister avec les animaux de la faune urbaine. Mais des fois, ça peut être un petit peu difficile. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces animaux-là, ça fait quand même plusieurs décennies, si ce n'est pas des centaines d'années, qu'ils évoluent en ville. C'est rendu un écosystème urbain. Donc, ils font partie de l'écosystème urbain. Ce pas des animaux qui peuvent aller survivre en forêt. Ils ont les outils, les repères et tout en ville. Donc, souvent, ces animaux-là sont vus comme nuisibles, puis on essaie de changer la perception plutôt vers une... en fait, moi, ça m'épate quand même à quel point ils ont été capables de s'adapter, puis c'est pourquoi ils sont capables de survivre. Les autres espèces qui ne sont pas capables autant de s'adapter, malheureusement, avec la perte d'habitat, il y en a beaucoup qui vont s'éteindre. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un nouveau respect pour ces espèces-là, comme les ratons, les souris, les pigeons, les renards, les coyotes. Donc, c'est tous des animaux qu'il faut apprendre à vivre avec parce qu'on va continuer de malheureusement s'étendre dans leur territoire. Donc, est-ce nous le problème? Je viens d'en parler un petit peu, mais c'est certain qu'on fait partie des causes de ce déclin de la biodiversité-là. Donc, c'est le moment de changer un petit peu nos habitudes. Nos premiers animaux auxquels on est souvent confronté, c'est les souris et les rats. Puis, avec l'image, je vais en profiter pour vous parler des mangeoires à oiseaux. C'est sûr que c'est un grand attractif. C'est comme un buffet qu'on met à l'extérieur. Puis, on s'attend à ce qu'il y ait juste des oiseaux qui y aillent. Sauf que ça attire quand même beaucoup d'autres animaux, surtout les souris et les rats. Donc, c'est à y penser. Ça peut être aussi un vecteur de maladie pour les oiseaux qui vont se partager des virus, des pathogènes à travers la mangeoire. Donc, bien la nettoyer si vous voulez absolument voir votre mangeoire et ne pas être fâché s'il y a d'autres animaux qui qui se pointent le bout du nez à cette mangeoire-là. Donc, pour les souris et les rats, il y a beaucoup de choses qui les attirent. La nourriture des animaux, si vous nourrissez vos animaux à l'extérieur, il y en a qui tombent dans les craques du balcon, peu importe, c'est sûr que ça va les attirer. Si vous avez des arbres fruitiers aussi, les fruits tombent, ça va les attirer également. J'en profite pour parler de notre partenariat avec l'organisme Fruits défendus. Dans le fond, eux, ils envoient des bénévoles chez les propriétaires d'arbres fruitiers. Ils vont tout ramasser. Ils vont en garder un petit peu pour eux, en donner aux propriétaires, puis le reste va aller à une cafétéria pour les bénéficiaires, là, le Centropole roulant. Donc, c'est quand même un bon geste, puis ça va éviter qu'il y ait peut-être des souris, des rats dans votre cour. Bien sûr, les déchets, c'est sûr que moi, j'ai commencé il y a quelques années à mettre mon compost dans le congélateur. Puis j'adore ça. Il y a plus de petits verres blancs pendant l'été. Il n'y a plus de souris qui viennent voir. Donc, c'est le genre de truc que vous pouvez faire. Puis le sortir juste sur le jour de la collecte, avoir des bacs vraiment bien hermétiques pour pas qu'il y ait des animaux qui y aillent. Même chose, si vous avez des matériaux de construction qui ne bougent pas beaucoup, des piles de bois, c'est certain que ça va les attirer. Encore une fois, les matériaux qui ne bougent pas trop, c'est parfait pour faire des nids. Ayez ça à l'extérieur, comme ça ne va pas vous déranger. C'est pas fameux, mettons, dans le garage si vous n'aimez pas trop les souris et les rats. C'est sûr que la prévention, c'est vraiment la meilleure chose. Encore une fois, si vous avez des bacs hermétiques pour votre nourriture, gardez les endroits propres, gardez les endroits sans, par exemple, si vous avez plein de serviettes et de linge qui ne bougent pas trop souvent dans votre maison, c'est très possible que ça devienne un nid. Donc, faire attention à ça, les mettre dans des bacs, bien boucher les trous partout. Vraiment, la prévention, c'est mieux que le contrôle par la suite. Parlant de contrôle, c'est sûr que je ne veux pas passer à côté du poison pour les souris, les rats. C'est non seulement une mort quand même lente et souffrante, fait que pour des raisons éthiques, c'est quand même vraiment moyen, mais en plus de ça, c'est que ça va aller se retrouver partout dans l'écosystème après. Il y a une étude qui a été faite récemment avec des larges carnivores en Californie qui ont trouvé que dans leur population, 80% de ces carnivores-là avaient des traces de poison de rat, ce qui est quand même super élevé. Fait une fois qu'ils mangent ce poison-là, les rats, les souris, ben, ils s'en vont dans l'écosystème, puis il y a une bioaccumulation et ça se retrouve partout. Donc, on veut vraiment, vraiment pas que les gens utilisent le poison.
Même chose pour les pièges à colle. Ça, c'est plus pour des raisons éthiques. Encore une fois, c'est quand même une mort très lente et souffrante. Donc, on vous décourage de le faire, plutôt la prévention que les trappes. Puis, on va vous parler un petit peu de qui pourrait vous aider avec ça plus tard. Maintenant, pour ce qui est des ratons laveurs et des moufettes, là, vous pouvez voir qu'il est d'ailleurs dans une mangeoire à oiseaux. Fait que soit vous pouvez aussi rentrer votre mangeoire pendant la nuit, utiliser des fois, il y a des petits outils anti-ratons, anti-écureuils, vous pouvez faire ça aussi, ou ne pas avoir de mangeoire, à vous de voir, mais c'est ça que ça va attirer les ratons puis les moufettes. Les poubelles, les nourritures d'animaux, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est aussi des attractifs. Puis c'est certain qu'ils vont aussi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais soit essayer d'avoir des terriers ou des abris, des trous dans vos maisons, c'est normal, c'est quand même des super abris pour eux. C'est juste simplement d'être préventif puis d'aller boucher ces trous-là et de l'empêcher le plus possible. Mais si jamais ça arrivait qu'il y en avait qui ont fait leur maison chez vous, il y a quand même des moyens de les éloigner de façon éthique. Il y a par exemple des sprinklers qui s'activent quand il y a des mouvements. Ils n'aiment pas vraiment ça, donc en général, ils vont essayer de s'en aller quand ça arrive. Plutôt que d'utiliser du pipi de coyote, vous pouvez aussi utiliser le vinaigre de cidre de pomme. Ça fait un petit peu le même effet. Vous pouvez le mettre dans une espèce de pot en plastique avec des trous, puis un linge à l'intérieur, puis le submerger de vinaigre. Et ça va faire le même effet là, dans plusieurs coins de votre jardin. Finalement, il y a aussi une lampe. Si vous savez, il y a où le terrier ou le trou, vous pouvez mettre la lampe forte sur ce trou-là directement. Encore une fois, ils n'aiment pas vraiment ça. Puis, ils vont avoir des terriers souvent alternatifs, là, un 2 ou 3e terrier. Ils vont pouvoir se déplacer d'eux-mêmes vers là-bas. C'est ça qu'on veut le plus possible, qu'ils se déplacent d'eux-mêmes, qu'ils aient le choix parce que on va parler de la relocalisation tantôt, mais c'est pas super efficace. N'oubliez pas qu'en général, pour n'importe quel animal de la faune, si vous en enlevez un et que vous laissez les trous, vous laissez ça quand même pour que ce soit appealing pour eux, il va en avoir d'autres qui vont arriver, là, c'est sûr. Mais ces techniques-là, il faut juste faire attention s'il y a des bébés, par contre. Ça, dans ce cas-là, je ferai appel à des professionnels là, parce que c'est quand même ça prend un petit peu plus de technique pour dealer avec ça. Donc voilà, le problème avec les trappes, la relocalisation, malheureusement, comme je vous expliquais souvent, c'est des animaux urbains, ils ont grandi avec leurs repères en ville. Puis il y a une étude qui a été faite où 97% des écureuils qui avaient été relocalisés en forêt avaient été soit morts ou avaient été disparus dans les 88 jours après leur relocalisation. Donc, moi-même, je ne le savais pas. Je l'ai déjà fait avec mes parents aussi, en pensant que c'était plus gentil pour les animaux. Mais voilà, c'est quand même, ça vient avec souvent une mort assurée, malheureusement, pour ces animaux-là. Donc, on essaie le plus possible de ne pas trapper et relocaliser et encore une fois, de leur donner le choix de où est-ce qu'ils vont aller la prochaine fois. Quand il y a des bébés, donc on peut faire une exclusion-réunion. Encore une fois, c'est plus facile avec des professionnels. Ils ont fait ça souvent, puis on va vous donner des référencements de professionnels à qui on fait confiance. Mais il existe, par exemple, des portes où, par exemple, la mère peut sortir, mais elle ne peut pas rentrer. Donc, la mère va sortir, va aller faire, peu importe, là, va aller chercher la nourriture. Ensuite, un professionnel va être capable de prendre les bébés et de les réunir avec la mère ou elle va les amener, comme dans cette petite photo-là, à un autre terrier de manière plus sécuritaire. Pour ce qui est de la Bernache du Canada, ils sont très mignons. Il y en a qui font peur des fois. Des fois, ils sont problématiques en ville et même pas en ville. Mais ils ont quand même beaucoup d'obstacles à leur survie en ce moment. Donc, c'est important de respecter leur espace puis de savoir comment les gérer. Puis, un truc qu'ils aiment beaucoup, c'est le petit gazon très bien entretenu, très court. Puis, comme on en a parlé avec Joseph tantôt, une des solutions qui est quand même facile et qui est bénéfique pour plein d'autres raisons, ce serait carrément de mettre des plantes indigènes plutôt que d'avoir un gazon comme ça. Puis elles n'aiment vraiment pas le gazon long, donc naturellement, ça va les envoyer ailleurs. Donc, si vous voulez créer des habitats pour vous débarrasser des bernaches, c'est un win-win. Il y a aussi des manières de les éloigner de façon éthique. Elles n'aiment vraiment pas les grands bruits. Il y a aussi des chiens qui
qui sont entraînés par des professionnels pour leur faire peur sans leur faire mal. Donc, il y a plusieurs manières que les professionnels peuvent vous aider pour les éloigner sans leur faire mal. C'est important de noter aussi qu'en général, on les trouve très agressifs simplement parce que c'est des très bonnes mamans. Il ne faut pas leur en vouloir. Puis aussi, en été, ils ont une mue quand même intense qui fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de voler. Donc, c'est super stressant pour eux d'avoir, par exemple, des chiens, des enfants qui vont proches alors qu'ils n'ont pas la possibilité de s'en aller aussi loin, aussi rapidement qu'elles voudraient. Donc, encore une fois, leur laisser de l'espace pour qu'elles puissent survivre et ne pas être trop stressées. Pour ce qui est des coyotes, en général, c'est vraiment pas une menace pour les humains. Là où on voit le plus de conflits, c'est avec les animaux de compagnie. Donc, les petits chiens, c'est certain que ça peut devenir une proie. Les chats également. Il existe des petites vestes avec des pics qui sont bonnes contre les coyotes, mais aussi contre les rapaces, pour les petits chiens, par exemple. Puis pour les chats, c'est certain que c'est une longue conversation à avoir aussi, mais si elles vont à l'extérieur, c'est certain qu'ils sont à risque dans les endroits où il y a des coyotes. Puis, il faut parler aussi du fait que les chèvres vont tuer quand même des millions d'animaux de la microfaune par année. Donc, c'est quelque chose à avoir aussi, à discuter si vous voulez laisser votre chat aller dehors ou pas. Puis, finalement, c'est sûr que pour ce qui est des conflits avec les coyotes, ça arrive souvent. Même chose, là, je sais qu'il y a des gens qui n'habitent pas à Montréal avec les ours noirs. Les plus grandes instances où il y a eu des attaques avec les ours noirs, c'est parce qu'il y avait des chiens sans laisse qui sont allés provoquer l'ours. Donc, même chose pour les coyotes. Si vous savez qu'il y a des coyotes dans votre coin, c'est de faire attention puis de peut-être tenir votre chien en laisse. Si vous avez des problèmes avec, peu importe s'il y a d'autres animaux, là, par exemple le renard, Humane Society International ont plusieurs guides sur leur site internet en français et en anglais. Fait que vous pouvez toujours aller les consulter. Même chose pour si vous trouvez des animaux orphelins, puis vous pouvez les appeler si jamais vous avez des problèmes aussi. Ils sont quand même super réceptifs à vous référer aux bonnes ressources. Puis parlant de ces ressources-là, on va vous montrer aussi la dernière chose, comment choisir une bonne compagnie pour gérer vos problèmes avec la faune. Donc, il y a plusieurs choses à regarder. Premièrement, une bonne compagnie devrait être capable d'identifier l'espèce, les points d'entrée actuels et potentiels, comme je vous disais, parce que c'est sûr que si vous enlevez un animal puis qu'il y a encore les points d'entrée, il va en avoir d'autres qui vont arriver. Bien sûr, s'il y a des bébés, parce qu'on ne veut pas créer des orphelins. Après ça, s'ils s'en vont dans un centre de réhabilitation, leurs chances de survie sont quand même vraiment plus amoindries. Puis, ils vont vous expliquer aussi les moyens de manipuler s'il y a à manipuler les animaux et de gérer l'animal. Ils ne devraient pas avoir de surprise, ils devraient vous expliquer toutes leurs étapes de leur intervention. Les techniques éthiques qu'ils vont utiliser, ça va être éviction, exclusion, comme je vous ai expliqué, avec la porte à direction unique, des réunions, mais surtout de la prévention. Il n'y aurait pas de trapage, ni de relocalisation, ni de trapage pour ensuite tuer l'animal. Pour ce qui est des référencements, à Montréal, on a Skedaddle qui utilise quand même les techniques que je vous ai expliquées. Il y a des centres de la réhabilitation de la faune accrédités qui souvent vont connaître des bons contacts aussi. La SPCA qui ont énormément de guides et de ressources pour vous aider à mieux cohabiter avec les animaux en ville. Et les organismes de protection pour les animaux qui ont également des ressources. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui.